Qu'arrive-t-il lorsque les petits fabricants de produits biologiques sont avalés tout rond par les grandes sociétés multinationales? Bienvenue à Grand Reportage. L'industrie des aliments biologiques s'est développée grâce à une foule de petits joueurs. Ils ont offert des produits recherchés par les consommateurs, soucieux de leur alimentation. Cette offre est couronnée d'un tel succès que les distributeurs d'aliments bio les plus en vue sont achetés par des géants comme Kellogg ou General Foods. Et subtilement, les produits bio deviennent des produits naturels, un qualificatif non réglementé. Mais leur marketing, lui, reste le même. Parler d'aliments biologiques et aussitôt on imagine une ferme locale qui se veut petite et des personnes du genre hippie. Des endroits comme Glorious Organic Farm en Colombie-Britannique et des personnes comme Susan Davidson. Elle a participé à la mise sur pied de cette coop bio pour une raison bien simple. Je voulais que mes enfants aient les meilleurs aliments qui soient. Et la seule manière de savoir ce qu'ils mangeaient, c'était de le produire. C'est le genre de philosophie qui a donné naissance au mouvement de l'alimentation bio à la fin des années 60. Une génération d'environnementalistes et d'activistes a opté pour le retour à la terre. Ils voulaient faire pousser ce qu'ils allaient manger sans recourir aux engrais ou aux pesticides chimiques. Ils voulaient revenir à une agriculture plus ancienne. Il faut se rappeler que tout était bio avant 1935. Tous les aliments, tous les personnages célèbres de l'histoire, Mozart, George Washington, Jeanne d'Arc, Jésus, n'ont mangé que des aliments bio. On n'a pas toujours eu ce régime chimique. Ce n'est que depuis 75 à 85 ans qu'on mène cette expérience sur nos corps, notre air, notre eau et nos sols. Dès qu'on entre dans une grande épicerie, il est clair que la demande d'aliments exempts de produits chimiques croît rapidement, même si le consommateur moyen ne connaît pas le sens véritable du label bio. Pour moi, ça signifie cher. Produit autrement, dans une ferme différente, des choses du genre. C'est tout ce que j'en sais. Les produits bio peuvent être plus chers, 2 ou 3 fois plus chers que les aliments conventionnels parfois. Malgré cela, les consommateurs préoccupés par les pesticides et la valeur nutritive sont en train de métamorphoser ce marché qui n'est plus secondaire. Même durant la récession des 2 dernières années, la croissance du marché des produits bio a été de 5 à 6 fois celle des produits ordinaires. Notre chiffre d'affaires annuel est de 26 à 27 milliards de dollars. Au fait, on ne pouvait même pas parler d'industrie bio à mes débuts. Vu cette croissance, les grandes entreprises se sont lancées dans la ruée vers l'or du biologique. Les petites sociétés pionnières sont avalées par les conglomérats comme Coke et Kellogg qui en font de nouveaux géants verts. Et maintenant que la Chine devient un grand fournisseur mondial de produits bio, les idéaux qui ont été à l'origine du mouvement sont confrontés à ce nouvel appât du gain du 21e siècle. Il est très courant, après l'acquisition d'une entreprise, qu'on tente d'en accroître la rentabilité par des changements qui ne correspondent pas à la vision des fondateurs. On en voit qui passent d'un produit bio à un produit naturel. Les ingrédients sont moins chers. Ça ne veut pas dire la même chose. Ce n'est qu'en 2009 que Susan Davidson a obtenu l'homologation bio pour les produits qu'elle vend. Le Canada a alors emboîté le pas aux États-Unis et établi des normes nationales certifiant que tout aliment étiqueté bio a été produit sans recourir aux herbicides, aux engrais synthétiques, aux pesticides synthétiques, aux hormones, aux antibiotiques, à l'irradiation ou au génie génétique. Et que ce soit au marché local ou dans un très grand salon agricole, le label bio est désormais garant de rentabilité commerciale. Quelques 60 000 acheteurs des 4 coins de l'Amérique du Nord sont en quête des nouveaux produits de l'an prochain à cette exposition de produits naturels en Californie. Les mots naturel et bio étaient jadis interchangeables, mais plus maintenant. Le label biologique a désormais une définition légale gérée par des agences gouvernementales et des logos officiels.
Quant au mot « naturel », il est laissé à la discrétion du producteur. Le mot « naturel » ne signifie plus rien. Le produit peut contenir des produits chimiques et des pesticides, avoir été génétiquement modifié. Le mot « naturel » ne veut rien dire en alimentation. Ce n'est qu'un artifice de commercialisation. Et la commercialisation s'est intensifiée depuis que les conglomérats qui produisent des boissons gazeuses et des tablettes de chocolat vendent leurs nouveaux produits plus verts, des aliments bio. Très peu de marques bio acquises par des multinationales laissent clairement voir ces liens de propriété. Certains parlent alors de propriété insidieuse. Le professeur Phil Howard a réalisé un tableau qui montre comment 12 des plus grandes sociétés de l'agroalimentaire de l'Amérique du Nord sont devenues des joueurs clés de l'univers bio. General Mills a acquis Cascadian Farm, Muir Glen et récemment Larabar. Kellogg a acheté Morningstar Farms, Natural Touch, Kashi et récemment Bare Naked. Le géant du domaine laitier, Dean, a acquis Altadena, Horizon, The Organic Cow du Vermont et White Wave Silk. Certaines de ces sociétés ne souscrivent plus aux idéaux bio des fondateurs de ces entreprises. Steve Demos, le fondateur de White Wave Silk, ne le sait que trop bien. Qu'on parle de n'importe quelle grande entreprise agroalimentaire, je parierais que chacune d'elles a l'œil sur le secteur bio, si elle n'y est pas déjà. Steve Demos parle en connaissance de cause. Son récit est édifiant. Tout commence par le rêve d'un hippie. Mettre une fève, utilisée essentiellement comme fourrage, sur toutes les tables des Américains. Steve Demos a tout misé sur la simple fève de soya. J'ai emprunté 500 $, j'ai acheté un mélangeur et une casserole et j'ai fait du tofu. Ça a été la base de l'entreprise. Je vendais du tofu à mes étudiants de Tai Chi Chuan, l'aliment le plus détesté en Amérique du Nord. Ça a été difficile. Sa société White Wave a tout essayé pour que le public adopte le soya. Des hamburgers, des vinaigrettes, des chaussons et finalement du lait de soya. Appelé Silk, ça a été une grande réussite. On le vendait dans le marché grand public. Mais pour assurer sa croissance, Steve Demos avait besoin d'argent. On a rencontré des représentants des plus grandes entreprises agroalimentaires du monde. Nestlé, Coke, Pepsi, Dean. En 2002, la plus grande entreprise laitière des États-Unis, Dean Foods, a pris la tête du marché du lait de soya en achetant l'entreprise de Steve Demos. Dean Foods a dit « Nous reconnaissons votre culture et nous en acceptons les principes. » Voilà pourquoi j'ai accepté de rester à Dean Foods et de diriger Silk après l'acquisition. L'ex-hippie, qui avait déjà vécu dans une grotte en Inde, avait touché le gros lot. Dean Foods avait acheté sa société 189 millions de $, et l'avait placée à la tête de sa nouvelle division bio. Mon travail consistait à faire de Silk la boisson numéro 1, avant l'eau. Je ne croyais pas vraiment y arriver, mais ça sonnait bien. Une semaine, on me dit que je fais un excellent boulot et que tout va très bien, et la semaine suivante, on me dit que je ne suis pas la personne qui convient à ce poste. Après le départ de Steve Demos, la gamme de produits Silk a changé. Elle n'était plus seulement à base de soya, ni entièrement bio. Ces changements ont attiré l'attention de l'Institut Cornucopia du Wisconsin, qui suit de près l'industrie bio. Quand Dean Foods a acheté le label Silk, tous les produits de soya étaient 100% bio. Puis, tous les ans, elle a lancé de nouveaux produits à base de fèves de soya ordinaires. Les fèves de soya ordinaires sont d'approvisionnement plus faciles que les fèves bio. Elles sont aussi moins chères. Ils sont passés à 3 produits encore bio. Ils ont modifié l'emballage de manière très subtile. Un mot, bio un jour, naturel le lendemain, sans en informer correctement les détaillants. Pendant des mois, ce lait de soya ordinaire a été vendu sur des tablettes dont les étiquettes mentionnaient « bio ». On l'a appris à la suite de plaintes des détaillants qui l'ont eux-mêmes appris de leurs clients qui s'en sont plaints. Dean Foods continue de vendre du lait de soya bio et des produits non bio, tous de marque Silk, la marque avec laquelle Steve Demos a jadis rêvé de changer le régime des Américains.
Je vois ça et je me dis, c'est une honte. Je n'en suis pas responsable, mais c'est une honte. L'entrée en scène d'une grande entreprise a fait de Steve Demos un homme très riche, mais au détriment de la marque bio qu'il adorait. Pour un autre pionnier du mouvement bio, l'arrivée de ces nouveaux géants verts a cependant connu un dénouement très différent. Gary Hirshberg dirige Stonyfield, l'entreprise qui vend le plus de yogourt aux États-Unis. Diriger une société de la taille de Stonyfield, ce serait bien assez pour la plupart des PDG. Mais Gary Hirshberg est l'un des plus grands propagandistes de l'évangile biologique. All right, take care. I'm no rapper, that's for sure. I'm just a yogurt-making CEO. But when it comes to how we grow and eat, we're overdue for a cure, and some really bad practices have got to go. So, got poisons in our soil, poisons in our air, poisons in our water supply. It doesn't stop there. So if you love your body, love your children, and you love your planet, protect your family, body, and earth, just eat organic. Comme bien des pionniers américains du mouvement bio, Gary Hirshberg a débuté jeune. En 1983, avec un ami, il a fondé une entreprise de yogourt qui a tout juste survécu pendant des années. Puis, ça a été le boom. Préoccupés par l'administration d'hormones de croissance au bétail, les consommateurs américains ont découvert Stonyfield et ses yogourts. On avait fait une petite expérience en disant si on fait ça, vont-ils venir? Eh bien, ils arrivaient et en foule, et on ne parvenait plus à répondre à la demande. Pour satisfaire la demande, Gary Hirshberg avait besoin de beaucoup d'argent. Il a approché 21 des plus grandes entreprises agroalimentaires. Il leur a proposé de leur vendre son entreprise, mais à une condition extraordinaire. On vous vend l'entreprise, mais je conserve une participation majoritaire. Des 21 entreprises, 20 ont dit c'est ridicule, mais la 21e, Danone, a accepté. À la signature de l'entente, le président de Danone lui a donné un conseil inusité. Il m'a dit, Gary, éloignez les gens de Danone de votre société. La multinationale française Groupe Danone possède maintenant 85% de l'entreprise. Mais Gary Hirshberg en contrôle l'exploitation, jusqu'aux essais des nouveaux produits biologiques. Le biologique, c'est une affaire d'authenticité et de fidélisation. Les clients de Stonyfield ne vont pas au magasin acheter du yogourt, ils vont y acheter un produit Stonyfield. De nombreux consommateurs achètent bio parce qu'ils sont convaincus d'avoir un aliment exempt de pesticides. Autant que l'on sache, personne ne fait ce qu'on fait, mais quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit aller jusqu'au bout. Pour Michael Potter, jusqu'au bout signifie au-delà des normes bio minimales établies par le gouvernement américain. Les gens optent pour les aliments bio pour plusieurs raisons. Pour Maggie Hughes, sa santé en dépend. Je ne peux manger que des aliments bio, rien d'autre. Je ne digère rien d'autre. Je souffre de sclérose en plaques et de fibromyalgie. Je ne peux rien manger qui ne soit pas de culture biologique. Je dois peler la pomme, sinon ça me rend horriblement malade. La quête de santé par les aliments de Maggie Hughes a aussi été le rêve de jeunes hippies des années 60 comme Michael Potter, propriétaire et dirigeant actuel de Eden Foods. C'était le point central, le régime et la santé. Le régime, ce sont les aliments, alors autant rechercher les meilleurs aliments, les plus propres, ce qui nous a menés au bio. Eden Foods est la doyenne des entreprises bio de l'Amérique du Nord. On moud du grain depuis le début, depuis 42 ans. On moud des farines de grains entiers. Avec le temps, son entreprise a atteint un chiffre d'affaires annuel de 60 millions de dollars. Dans l'industrie du bio, de plus en plus axée sur la rentabilité, c'est un franc-tireur. Nous avons toujours les produits les plus chers du marché, dans toutes les catégories. Il est prêt à payer davantage pour faire un peu mieux. Il a refusé de fermer une vieille usine de pâtes au cœur de Détroit. Il traite directement avec les fermiers bio au lieu de passer par des intermédiaires. Il paie plus cher afin de vérifier que ces cultures ne sont pas génétiquement modifiées.
Autant que l'on sache, personne ne fait ce qu'on fait, mais quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit aller jusqu'au bout. Pour Michael Potter, jusqu'au bout signifie au-delà des normes bio minimales établies par le gouvernement américain. Voilà, USDA Bio. Chacun de nos produits bio a l'homologation gouvernementale. On n'utilise pas ce label parce qu'on pense que notre marque vaut bien plus. Malgré les normes exigeantes de Eden Foods, rien ne prouve de manière concluante que les fruits et les légumes bio sont plus sains que les produits ordinaires. Le débat fait rage. Et depuis peu, il met en jeu un succulent petit fruit rouge. La Californie produit 90% de toutes les fraises vendues aux États-Unis. La majeure partie de cette culture d'une valeur annuelle de 2 milliards de dollars est très conventionnelle. On sait que la culture des fraises est difficile et les producteurs de fraises non biologiques en sont venus à dépendre des produits chimiques. Les producteurs de fraises bio ont une approche différente. On ne fait pas de fumigation des sols, on n'utilise pas de pesticides synthétiques et on a opté pour une agriculture plus holistique. On tient compte de la santé générale du sol, des plantes et des personnes qui s'occupent de cette culture. Tout près de la baie de Monterey, Swanton Berry Farm, le premier producteur de fraises homologué bio en Californie, est en activité depuis plus de 3 décennies. Dans ce domaine où les salaires peu élevés et les employés itinérants sont la norme, les travailleurs de Swanton Berry Farm se démarquent. Ils sont syndiqués. Les fraises qu'ils récoltent se vendent plus cher, mais bien des clients ne demandent pas mieux. La grande préoccupation, c'est la santé, car les produits chimiques avec lesquels on produit les fraises conventionnelles sont très toxiques. Elles font partie de la Dirty Dozen des produits les plus nocifs. La Dirty Dozen est la liste noire des fruits et des légumes qui contiennent plus de résidus de pesticides. Le groupe de travail écologique publie cette liste chaque année et les fraises figurent presque toujours au premier rang. Établie à partir des rapports du ministère de l'Agriculture des États-Unis, la Dirty Dozen est méprisée par les producteurs conventionnels. Quand les gens entendent qu'il y a un résidu décelable, ils n'ont aucune donnée pour mettre cela en perspective. Selon Steve Savage, chercheur agricole en Californie, les faibles doses de résidus de pesticides sont inoffensives pour les humains. D'après ces données du ministère de l'Agriculture, le facteur de risque essentiellement, si on calcule combien je devrais en manger pour absorber la dose toxique, c'est dans les millions. Les gens sont facilement effarouchés à l'idée qu'on décèle quelque chose. Mais ils ne comprennent pas qu'ils mangent de faibles quantités de toutes sortes de toxines tous les jours. Malgré les propos rassurants des scientifiques et des fonctionnaires, de nombreux consommateurs restent sceptiques. Rien d'étonnant, vu les conclusions inquiétantes liées à l'utilisation des produits chimiques. Une étude conjointe de l'Université Harvard et de l'Université de Montréal associe notamment un pesticide courant aux troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention. J'ai trouvé qu'un taux élevé de résidus de pesticides dans l'urine accroît la probabilité de THA-DA chez les enfants. Et c'est significatif, car l'échantillon d'enfants qui ont participé à cette étude est représentatif de la population des États-Unis. Chez les enfants ayant les taux les plus élevés d'un pesticide courant, la probabilité de diagnostic de THA-DA doublait. Nous pensons que les enfants sont probablement beaucoup plus vulnérables aux effets des pesticides, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, ils y sont plus exposés. On trouve des pesticides dans les fruits et les légumes, et les enfants en mangent plus que les adultes. Deuxièmement, par rapport à leur poids, ils mangent plus qu'un adulte. Par kilo, de 2 à 4 fois plus que les adultes. Ils vont donc absorber plus de pesticides en mangeant. Outre la présence bien moindre de résidus de pesticides dans les fraises bio, il y a une autre différence marquante. Pour produire des fraises conventionnelles à faible coût, on les cultive dans les mêmes champs, d'une année à l'autre. Mais les fraises sont capricieuses et très sensibles aux maladies du sol. Pour contrer ce problème, les producteurs de fraises bio doivent faire la rotation des cultures et changer de champ l'année suivante ou aux 2 ans. Et c'est plus coûteux.
Le secret qui permet de conserver les mêmes champs pour cultiver les fraises a été découvert dans les années 60 lorsqu'on a commencé à utiliser un produit chimique appelé bromure de méthyle. Ce produit tue essentiellement tout ce qu'il y a dans le sol. On l'injecte dans le sol, qu'on couvre alors de plastique, et on peut semer dans un environnement supposément stérile. On a ensuite découvert que le bromure de méthyle s'attaque à l'ozone. On l'a donc interdit et on l'élimine graduellement. Les producteurs de fraises ordinaires ont alors misé sur un insecticide d'inhalation, l'iodure de méthyle. Mais on a découvert qu'il est cancérigène, beaucoup plus dangereux pour les ouvriers qui l'appliquent. Au début de 2012, le fabricant de l'iodure de méthyle a retiré ce produit du marché américain. Et il n'y a pas que les ouvriers aux premières lignes de ce débat sur la santé. Une étude menée auprès des enfants des ouvriers agricoles de la vallée de Salinas, en Californie, a fait ressortir d'autres faits troublants à propos des pesticides. J'ai constaté que l'exposition prénatale à des taux plus élevés de pesticides entraîne une diminution marquée du QI des enfants. Et ce QI a été mesuré quand les enfants ont eu 7 ans. On parle donc d'effets persistants à long terme de l'exposition de ces pesticides. Malgré toutes ces trouvailles scientifiques, on ne s'étonnera pas que l'agriculture ordinaire recourt sans réserve aux pesticides chimiques. Ce qui a de quoi étonner, c'est le rôle que les pesticides jouent dans le secteur bio. L'une des plus grandes idées fausses de l'agriculture bio, c'est qu'elle n'utilise pas de pesticides. C'est carrément faux. Les producteurs bio comme Jeff Larkey peuvent recourir aux pesticides. Mais juste ceux qu'on trouve dans la nature. Il y a des pesticides botaniques fabriqués à partir des plantes ou des extraits qu'on peut utiliser en agriculture bio, mais en dernier recours, selon moi. On est sans cesse confronté aux insectes. Il est difficile de les contrôler au début de la saison, mais comme je le disais, on a tellement de cultures diverses que même s'ils en endommagent une considérablement, je ne vais pas tout perdre. Même s'ils sont dérivés de matières présentes dans la nature, les pesticides bio peuvent être aussi toxiques que les pesticides chimiques pour les insectes nuisibles et les champignons. À long terme, les insectes, les maladies, peu importe ce qu'on combat avec un pesticide, vont acquérir une résistance et on devra trouver un autre produit qui sera probablement pire. Il semble que l'agriculture biologique représente un combat constant pour la perfection et qu'on opte souvent pour ce qui est bon. C'est sûrement le cas des fraises bio de la Californie. Actuellement, tous les semis de fraises, qu'ils soient bio ou conventionnels, proviennent de pépinières qui recourent au bromure de méthyle. S'ils utilisent des graines non bio, on vérifie s'ils ont tenté de trouver des graines bio et s'ils n'en ont pas trouvé dans le marché. Le travail d'Emile Amendela consiste à veiller à ce que les producteurs bio suivent les règles. Avez-vous les reçus de ces achats? À titre d'inspectrice, sa tâche consiste surtout à faire une vérification judiciaire de la montagne de documents que toutes les entreprises bio doivent remplir. Il est très rare qu'on trouve un producteur qui agisse de manière non conforme et qu'il le fasse sciemment. C'est très rare. Ces exploitations bio sont soumises tous les ans à un système de vérification réglementé et accrédité par le gouvernement. Mais qu'en est-il lorsque les fraises bio proviennent des antipodes? Aujourd'hui, la Chine possède plus de terres homologuées bio qu'on en trouve ailleurs dans le monde. Elle est en voie de devenir un joueur clé mondial de l'agroalimentaire bio. Dans les champs isolés du comté de Huanzhai, dans le sud de la Chine, on cultive le riz depuis 3000 ans. Mais depuis 5 ans, on y fait pousser autre chose, des fruits et des légumes bio. Les champs sont petits, mais il en va autrement de GY Organic. Cette société cultive et transforme les produits bio destinés au marché national et international. Le comté de Huanzhai est le pionnier de l'industrie bio en Chine. L'air est relativement bon. Les industries locales sont peu développées. Il n'y a donc pas de pollution. C'est surtout à cause de cela. Il y a aussi le faible coût de la main-d'œuvre. Avec sa réglementation qui interdit les herbicides, l'agriculture bio mise sur le labeur manuel pour le sarclage dans les champs et à l'usine pour s'occuper des fruits et des légumes après la récolte.
Une grande partie de ces produits va se retrouver sur les tablettes des congélateurs des épiciers nord-américains. Les plus grands détaillants bio ont de très bonnes relations d'affaires avec nous. Ils achètent tous nos produits et nous n'arrivons pas à répondre à la demande. Pour accroître sa capacité, GY Organic construit une autre usine. L'entreprise est un géant de la production bio mondiale. Pour autant que je sache, nous sommes le plus grand transformateur d'aliments bio, non seulement en Chine, mais dans le monde. GY Organic affirme que ces produits sont soumis à des tests rigoureux dans les labos indépendants de Chine et d'Europe. Mais dans ce pays ébranlé par de nombreux scandales, les consommateurs chinois eux-mêmes se méfient. Chaque jour semble marqué par un nouveau récit d'horreur. Riz contaminé aux métaux lourds, poissons contenant des produits chimiques cancérigènes, porc qui luit dans l'obscurité, lait en poudre toxique qui a rendu des centaines de milliers d'enfants malades. Rien d'étonnant que les consommateurs chinois, surtout ceux qui en ont les moyens, se tournent vers les aliments bio. Je me suis préoccupée de sécurité alimentaire quand j'ai eu mon enfant. On parlait de problèmes à propos du lait et des légumes. Zhang Yu, une avocate de Pékin, fait maintenant ses achats dans une épicerie bio dont le chiffre d'affaires a grimpé en flèche depuis 2 ans. Je pense que bio veut dire sans pesticides. Je pense que c'est plus sûr. Cependant, ça ne signifie pas que tous les produits bio soient sûrs. Ce problème de la sûreté ne préoccupe pas uniquement les consommateurs locaux, mais tous les consommateurs d'autres pays qui achètent les produits bio venant de Chine. L'agence qui supervise tout le secteur bio en Chine est basée à Pékin. Le gouvernement chinois n'autorisant pas les étrangers à mener des inspections, les acheteurs de l'étranger ne peuvent pas confirmer que les inspecteurs locaux font bien leur travail ou qu'ils respectent les normes bio internationales. En 2007, le ESDA y a envoyé une délégation afin de vérifier si les Chinois respectent les normes bio américaines. Quand ils ont enfin visité la Chine, ils n'ont passé en revue que 2 agences et 2 fermes dans tout le pays. Et dans les fermes qu'ils ont inspectées, ils ont trouvé de très graves problèmes. Par exemple, et je préférais que ce soit une affabulation, les fermiers signaient des affidavits certifiant qu'ils respectaient les normes bio américaines. Mais ces formulaires n'avaient pas été traduits en mandarin, la langue que les fermiers parlent et lisent. Alors, comment peut-on s'engager à suivre des normes qu'on n'a jamais comprises? Cette question inquiète les consommateurs, surtout en Amérique du Nord, où on se méfie de tous les aliments importés de Chine. En 2008, les clients de Whole Foods ont fait un tollé quand ils ont appris que 30 des marques bio maison de ce détaillant contenaient des ingrédients importés de Chine. C'est un enjeu névralgique pour nos clients. Actuellement, nos produits maison ne comptent plus qu'un seul produit, l'edamame, parce qu'on n'a pas trouvé d'edamame de qualité équivalente ailleurs. Mais c'est tout, c'est le seul. L'importation de produits alimentaires de Chine s'impose vu la demande croissante de produits bio. Avant, ces vaches étaient confinées à un petit enclos à l'extérieur. Ce n'est pas permis dans une ferme bio. Elles doivent avoir accès à des pâturages homologués bio. C'est nouveau et étrange pour elles. Ces vaches vont bientôt goûter quelque chose de nouveau et de très différent. Cette ferme laitière de l'ouest de l'Ontario se métamorphose. Joe Bork en fait un centre de production laitière bio. Et cela signifie délaisser des procédures établies depuis longtemps. On administrait des antibiotiques et des hormones aux vaches. On épandait des produits comme le Roundup dans les champs. J'en ai eu marre de ça. Et aussi de la dépense. La réduction des coûts de production n'est qu'un volet. Il y a aussi le fait que même si elle produit moins de lait, une ferme laitière homologuée bio rapporte davantage. Je pense que ça en vaut la peine, car le lait bio se vend plus cher. Le fourrage qu'on leur donne maintenant est bien plus sain. On leur donne du foin séché. On ne gave pas les vaches et on ne les pousse pas à produire 45 kilos de lait par jour. Elles donnent ce qu'elles peuvent et les choses vont s'arranger.
Avant, ces vaches étaient confinées à un petit enclos à l'extérieur. Ce n'est pas permis dans une ferme bio. Elles doivent avoir accès à des pâturages homologués bio. C'est nouveau et étrange pour elles. On les a sorties hier et nouveau aujourd'hui, et elles sont un peu confuses. Elles n'avaient pas goûté au pâturage, et elles sont un peu excitées et dépassées, je crois. Ce n'est que dans un an que Joe Bork pourra vendre du lait homologué bio à prix plus élevé. Mais pour l'instant, il y a d'autres bénéfices. Je me sens bien. Je produis quelque chose de bien. Avec seulement 40 vaches laitières, Joe Bort est l'un des nombreux membres d'une grande coopérative de production de lait bio. Mais il y a un autre volet de l'industrie laitière bio et il est très important. Aurora Dairy est établi tout près de Boulder, au Colorado. Son cofondateur milite depuis 40 ans au sein du mouvement bio. On disait que c'était petit et que tout dépendrait de la taille que ça prendrait. Et en fait, bon nombre de problèmes de l'industrie bio sont maintenant une question d'échelle. Mark Retzloff parle d'après son expérience. Le troupeau d'Aurora comptait plus de 4000 têtes lorsque l'Agence de protection des consommateurs Cornucopia Institute est intervenue. On a visité Aurora Dairy à ses débuts. Il n'y avait pas d'accès au pâturage, même si les normes l'exigeaient. Les vaches laitières n'avaient pas accès au pâturage. Ils ont prétexté que toutes leurs bêtes broutaient pendant une partie de l'année ou de leur vie, en période de tarissement, entre les gestations et les lactations, et qu'ils ne faisaient pas brouter les vaches laitières au stade de la production. Le plus ironique, c'est que le package a alors sa plus grande importance nutritionnelle sur la production du lait, et ils ne faisaient pas brouter les vaches. Le département de l'agriculture des États-Unis a fait enquête. Aurora Dairy avait enfreint sciemment 14 principes de la production bio. Le plus grave, c'était sans doute qu'elle vendait du lait étiqueté bio qui n'était pas conforme à la définition légale. C'est accablant. Contrainte d'accroître ses pâturages et de réduire son troupeau à 1000 têtes environ, Aurora demeure néanmoins l'une des plus grandes exploitations laitières bio des États-Unis. Cela fait partie des visées expansionnistes de Mark Retzloff qui englobe maintenant le supermarché bio. Nous n'utilisons qu'un seul produit, le lait bio liquide. Nous n'utilisons pas de lait conventionnel, sauf à notre centre de production de yogourt qui en utilise un peu, mais pas dans notre lait liquide. Aurora vend son lait aux plus grands détaillants des États-Unis qui y apposent leurs marques, Safeway, Costco et Walmart. Aurora constitue le pan industrialisé du mouvement bio. Les entrepreneurs comme Mark Retzloff soutiennent que c'est la seule manière de satisfaire leurs demandes de produits bio fiables et abondants. Si on veut rester petit, on ne va pas stimuler les changements essentiels à la métamorphose des modes de production alimentaire en Amérique du Nord. Ces nouveaux géants de l'alimentation bio remettent en cause le principe fondateur du mouvement, selon lequel il ne faut jamais voir grand. À quelques kilomètres de l'aéroport de Vancouver, on trouve le siège social d'une entreprise bio qui a grandi encore plus qu'Aurora Dairy, en suivant une voie radicalement différente. Le jardin bio est devenu le point de discussion, la fontaine virtuelle du bureau. Les cours de yoga ne sont qu'un des avantages qu'offre Nature's Path, une entreprise vouée aux idéaux d'origine du mouvement bio. Nous avons pressenti que le mouvement bio allait se populariser. Nous rivalisons directement avec Kellogg's, General Mills et Kraft et d'autres entreprises 1000 fois plus grandes que nous. Ça nous amuse beaucoup. On leur complique la vie parfois. On est comme le petit chien qui tourne autour de l'éléphant en lui mordillant les pattes. Après avoir parcouru l'Inde dans les années 60 et au début des années 70, Aaron Stephens et sa femme sont rentrés au Canada. Ils ont mis sur pied le plus grand centre de fabrication de céréales de petits déjeuners bio d'Amérique du Nord. Les produits Nature's Path sont maintenant vendus dans 42 pays. Hormis une baisse lors de la récente récession, son chiffre d'affaires annuel a augmenté de 20 à 30 %, ce qui a attiré l'attention de presque tous les grands conglomérats du domaine. Chaque semaine, on voit des entreprises intéressées à acquérir Nature's Path. Je les remercie de leur intérêt, mais je leur dis qu'aucune partie de Nature's Path n'est à vendre.
Plusieurs entreprises pionnières du secteur bio ont été vendues au fil des ans. On voulait être assez fort pour affronter la concurrence le moment venu, afin de conserver notre indépendance et de ne pas vendre. Okay, so the full name of this one is Brown Sugar Cinnamon Apple Pecan. Cette entreprise de plus de 200 millions de dollars est strictement familiale. La femme d'Aaron, Rotana, en est la cofondatrice. Leur fils Arjan travaille à la commercialisation et la mise au point de nouveaux produits. Et leur fille, Giodi, s'occupe de durabilité et de responsabilité sociale. Les produits bio n'assurent pas simplement la rentabilité de cette entreprise, ils sont un moyen d'arriver au but. Ça nous passionne follement. Si on vendait simplement des céréales, on ne serait pas là. On ne ferait pas ce qu'on fait. Nous sommes là pour laisser la terre en meilleur état qu'on ne l'a trouvée. L'atteinte de cet objectif fait partie de l'ADN de l'entreprise. Plus le rouge est intense, plus il y a de vitamines et d'antioxydants. C'est un bon moyen de les choisir au marché. On choisit les plus colorés et on en bénéficie davantage. Doug Falk est agronome et il a été inspecteur de produits bio. Il est arrivé à Nature's Path juste au moment où l'entreprise allait vivre un problème qui affecte plusieurs sociétés bio. La demande dépassait l'offre. Avant la récession, on avait une croissance annuelle de 20-25 %. On regardait nos sources d'approvisionnement et on se disait, on n'aura pas assez de grains homologués bio si ça continue. On a alors pris la décision d'acheter plus de terre et d'y cultiver notre propre blé biologique. Dans une région isolée de la prairie de la Saskatchewan, Nature's Path fait ses premiers pas en vue d'assurer son approvisionnement en blé bio. Les fermiers locaux cultivent des céréales bio aux noms exotiques comme le kamut, juste pour Nature's Path. Sans produits chimiques, il y a une forte poussée initiale de mauvaises herbes et c'est un peu plus difficile à gérer. Il y a 3 ans, on épandait régulièrement des produits chimiques sur les terres que Gard Glass et son fils cultivent maintenant. Lentement, mais sûrement, on travaille le sol et il s'améliore. Il devient plus équilibré et on a moins de mauvaises herbes dans l'ensemble. Nature's Path a trouvé une solution novatrice à sa pénurie anticipée de produits bio. Mais l'agriculture bio peut-elle vraiment nourrir la planète? J'ai été un producteur de céleri conventionnel durant 15 ans avant de passer au bio. Je peux vous dire que, dans le cadre de notre programme de céleri bio, on en produit davantage et qu'on utilise 2 fois moins d'engrais qu'à l'époque de la production conventionnelle. Un nouveau géant vert a montré qu'il est possible de concurrencer les grands producteurs conventionnels sur les plans de la disponibilité et du prix. Basé en Californie, Earthbound Farm est le plus grand producteur bio du monde. Myra Goodman a fondé l'entreprise avec son mari. Elle fait la promotion de la marque Earthbound et de son nouveau livre de cuisine. 462 pages. It took me 2 years. Il y a un peu plus de 25 ans, ces 2 jeunes nés à Manhattan ont découvert l'agriculture et l'univers des jeunes laitues. Ils ont d'abord vendu leur laitue préemballée aux restaurants locaux. Aujourd'hui, les produits bio de Earthbound Farm sont expédiés dans toute l'Amérique du Nord. Earthbound possède des terres, mais ces laitues proviennent surtout de quelques 150 producteurs indépendants. Pour certains, l'ampleur de cette agriculture bio s'apparente trop au modèle industriel de l'agriculture conventionnelle. Certains pourraient mettre en doute la qualité d'un produit bio cultivé à grande échelle et vendu à Costco. Mais en fait, vous obtenez alors un produit à prix très abordable, car Costco a une très faible marge bénéficiaire. En outre, des entreprises comme Earthbound Farm ont converti plus de 15 000 hectares à la production biologique. Et chaque année, nous évitons d'utiliser plus de 5 millions de kilos de produits chimiques synthétiques. Earthbound fait aussi appel à des producteurs occasionnels comme Dick Pichotte. Contrairement à bien des fermiers bio de son âge, ce n'est pas un ex-hippie poussé par ses idéaux. Sa transition à la production bio a été très rationnelle. Ça a été une décision d'affaires. Je ne vais pas vous dire que je suis là pour sauver le monde ni rien du genre. C'était juste pour survivre financièrement. Son entreprise, Lakeside Organic, ne fait pas que survivre. Elle est prospère et c'est maintenant un des grands producteurs de la Californie.
Et l'un des légumes qu'elle expédie de plus en plus est régulièrement sur la liste de la Dirty Dozen des fruits et des légumes les plus sales. J'ai été un producteur de céleri conventionnel durant 15 ans avant de passer au bio. Quand j'ai fait la transition au bio, je croyais qu'on ne pourrait jamais produire du céleri bio. Et il fallait parfois de 15 à 20 épandages sur les plants de céleri pour tuer la mineuse des feuilles. On disait qu'il ne serait jamais possible d'en produire. Or, on produit du céleri bio depuis une dizaine d'années. Je peux vous dire que, dans le cadre de notre programme de céleri bio, on en produit davantage et qu'on utilise 2 fois moins d'engrais qu'à l'époque de la production conventionnelle. Il a fallu des années d'essais et d'erreurs pour que Dick Pichot devienne un producteur bio très prospère. Ce faisant, il a eu une révélation étonnante. J'entends souvent dire que l'agriculture bio va être le plus grand désastre de tous les temps, car on ne pourra pas nourrir la planète. Je pense exactement le contraire. J'ai constaté, au fil des années d'agriculture conventionnelle, que nos sols se fatiguaient, que les rendements baissaient. Et avec le bio, on peut vous montrer des échantillons de sols qui ne cessent de s'améliorer depuis 10 ans. Donc, si on pense à long terme, nos sols s'améliorent et ils vont produire davantage. Et je peux vous certifier que notre production bio moyenne est aussi bonne, voire meilleure que celle de l'agriculture conventionnelle pour presque tous les produits que nous cultivons. Les observations personnelles de Dick Pichot ont été validées par une étude scientifique récente. Les scientifiques ont concentré leur attention sur la fraise. L'analyse des plus complètes a comparé la valeur nutritive et les sols des agricultures bio et conventionnelles. Le rapport conclut que les fraises bio contiennent plus d'antioxydants et de vitamine C, mais moins de phosphore ou de potassium. Le débat sur la nutrition n'est donc pas clos. La grande différence a été la qualité du sol. Les sols des champs bio étaient plus riches et plus résistants au stress. Ce sont des attributs très importants quand on parle de nourrir la planète. Si d'autres études confirment ces résultats, cela pourrait très bien prouver que tous ces nouveaux géants verts bio laissent leur empreinte énorme un peu partout dans un sol qui s'est amélioré parce qu'elles existent.